Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le titre, l'assainissement du fichier de la fonction publique. Le ministre déterminé à extirper tous les fictifs. Ce vendredi, il a rencontré les chefs de cabinet et autres DRH du pays. Sur la route Korosa-Dabola, plus de 20 km bitumés. Les usagers de la route saluent l'état d'avancement des travaux. Demain sera célébrée la journée mondiale de la pêche, un secteur porteur de croissance. Focus dans ce journal. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce message départ du chef de l'État à son Excellence Ibrahima Boubacar Keïta, président de la République du Mali, Bamako. Monsieur le Président et chers frères, nous suivions avec une grande indignation les actes terroristes en cours à l'hôtel Radisson de Bamako. Nous condamnons énergiquement ces actes barbares et injustifiés. Plus que jamais, des mesures collectives doivent être prises pour éradiquer le fléau du terrorisme qui constitue une grave menace pour tous nos États. En ces moments difficiles, nous voudrions vous rassurer de la solidarité agissante et du soutien sans réserve du peuple et du gouvernement guinéen. Très haute et fraternelle considération, signé professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. La prise d'otages dans un hôtel au centre de Bamako a duré toute la journée. Selon les autorités maliennes, le bilan de cette attaque criminelle est de 20 morts, dont 3 terroristes. Il y avait 170 clients dans l'hôtel, dont l'artiste Sekouba Bambino Diabaté, qui devrait se produire dans la capitale malienne. Bambino fait partie des premières personnes exfiltrées à Bamako. La prise d'otages est terminée, mais des opérations de ratissage se poursuivent. Rappelons que pour la paix au Mali, le bataillon guinéen Gangan fait partie des forces des Nations Unies MINUSMA. On écoute à présent Sekouba Bambino, l'artiste guinéen. Réellement passé. Je me suis réveillé avec le coup de tir et vers de là, je suis déjà, pour moi c'était peut-être un petit bandit qui sont venus pour réclamer quelque chose, mais ça a duré pour 20 minutes, 30 minutes, je me suis dit non, ça c'est des gens, ça c'est pas un problème de bandits. Donc on avait vraiment, j'attendais chaque fois le coup de tir, gauche à droite, et ils parlaient entre eux. Voilà, donc c'est ça. Ouais. Mais comment vous êtes sorti? C'est la sécurité, l'armée malienne qui est venue nous faire sortir. Puisque déjà il y avait mis le feu déjà, il y avait la fumée, beaucoup de fumée, on n'arrivait même plus à qu'on appelle prendre de l'air, à respirer maintenant. Donc Dieu merci, ils sont venus nous chercher, on est sorti et on a tout laissé pour sortir. Quoi. Il y a déjà des gens à l'intérieur? Ah, évidemment, c'est un grand hôtel. Vous étiez combien quand vous êtes sorti? Cet autre message départ du chef de l'État à son Excellence M. Tamam Salam, président par intérim de la République libanaise Beyrouth. Monsieur le Président, à l'occasion de la commémoration du 72e anniversaire de l'indépendance de la République libanaise, je tiens à vous adresser les vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement, auquel je joins les miennes propres. Je saisis cette heureuse occasion pour vous réaffirmer ma ferme volonté d'œuvrer davantage au renforcement et à la diversification des liens d'amitié et de coopération existants si heureusement entre nos deux pays. En vous souhaitant mes vœux ardents de santé, de longévité ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple ami libanais, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. Conakry, le 20 novembre 2015, signé professeur Alpha Condé. Autre activité du président de la République, le chef de l'État s'est acquitté de ses obligations religieuses ce vendredi à la mosquée de Coronti. Après la prière, professeur Alpha Condé s'est offert un bain de foule à travers quelques quartiers de la commune de Kaloum. Reportage Ibrahima Keïta. Quartier Coronti dans la commune de Kaloum. C'est dans cette maison de Dieu que le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est acquitté de ses obligations religieuses de ce vendredi.
Une mosquée restaurée par un opérateur économique guinéen à la personne de Ali Sadi. Comme tous les vendredis, le chef de l'État et ses coreligionnaires ont suivi le sermon de l'imam de cette maison de Dieu. L'imam Aboubakar Souma a invité ses compatriotes à la consolidation de la paix et au renforcement de l'unité nationale. Selon lui, la famille guinéenne est l'affaire de tous les fils du pays. Et en tant que tel, chaque Guinéen, quoi qu'il fasse, doit d'abord penser au bonheur du pays. C'est pourquoi l'imam Aboubakar Souma a insisté sur la cohésion et la compréhension entre tous les fils avant de diriger la prière de ce vendredi saint. Après avoir accompli ses devoirs religieux, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est offert un bain de foule comme à son habitude. Un bain de foule qui a permis au chef de l'État d'être plus près des populations. Ainsi, de la mosquée centrale de Corentin jusqu'au quartier Téminetaï, professeur Alpha Condé était heureux de partager quelques instants avec ses compatriotes de quelques quartiers de la commune de Kalou. Le professeur Alpha Condé, salué par les populations, les travaux de partage d'expériences sur l'inclusivité et la redevabilité en ce qui concerne la planification des projets de consolidation de la paix se poursuivent à Durban. Les représentants des pays invités sont passés à tour de rôle pour présenter la situation de leur pays. L'expérience guinéenne a été défendue par le ministre des Libertés publiques, Makale Souma. C'est dans la ville de Durban, celle du roi Shaka Zulu, que se tient cette importante rencontre entre acteurs de terrain et cadres du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, PBF en anglais. Après une minute de silence à la mémoire de feu Tierno Aliou Djaoulé, assassiné à Conakry, l'exposé sur l'expérience guinéenne en matière de consolidation de la paix a été suivi avec beaucoup d'attention. On a parlé aujourd'hui de la nécessité de la mise en place en Guinée d'un système d'alerte précoce dans le cadre de la préservation et la consolidation de la paix. Nous avons expliqué l'existence de ce système dans le mécanisme sous-régional de la CEDEAO, mais aussi au sein de la société civile de façon générale, mais que nous avons aussi la volonté politique de créer en Guinée un mécanisme institutionnel et cohérent d'alerte précoce dans le cadre de la lutte contre la violence et la préservation de la paix. Les pays tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, la RDC, le Madagascar et le Niger, entre autres, ont présenté les méthodes employées à leur niveau pour le maintien de la paix dans leur pays, en se basant sur l'identification des problématiques et des axes prioritaires. Nous avons une conférence de vie avec la délégation guinéenne qui a souligné que l'État, le gouvernement, doit être à l'avant-garde de cette entreprise de consolidation de la paix, bien entendu avec la société civile et le système des Nations Unies. Comme la paix ne peut pas être importée, encore moins imposée, une sorte de contrat social est indispensable pour avoir l'engagement de chacun et de tous. À ce niveau, une appropriation nationale est souhaitée, surtout au sein de la société civile, pour mieux comprendre les problèmes des communautés, pour la mise en route des projets porteurs grâce au Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. À la primature, le nouvel ambassadeur du Japon en Guinée a été reçu en audience ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement. Mohamed Saïd Fofana et Isanobu Asama ont parlé du renforcement de la coopération entre la Guinée et le Japon. Compte rendu, Adi Kamara, Ousmane Bangoura. Isanobu Asama, nouvel ambassadeur du Japon en Guinée, Mohamed Seydou Fofana, Premier ministre chef du gouvernement, ont planché essentiellement sur des questions relatives au renforcement de la qualité des relations qui existent entre nos deux pays. Moment propice pour le diplomate nippon de réaffirmer l'engagement de son gouvernement à soutenir les actions du gouvernement guinéen
en vue de garantir le développement du pays. Monsieur le ministre a évoqué la longue date de la coopération japonaise, pratiquement commencé au début des années 71, commencé par élaboration de la cartographie de la base. Et les experts japonais sont allés pendant 4 ans dans la région reculée, dans la région forestière, et grâce à cela, la partie japonaise a pu ériger 58 points de base de la cartographie. Grâce à cela, la Guinée a pu réaliser la cartographie de base qui facilite la prospection minière et puis élaboration de plans de développement agricole aussi. Et ensuite, on a évoqué de la coopération dans le domaine de la pêche et dans le domaine de l'éducation. Et surtout, bientôt, comme la conférence internationale relative au changement climatique va commencer à Paris, et ce qu'on dit COP 21, et nous avons discuté la coopération pour élaborer une convention meilleure que maintenant, et main dans la main entre la Guinée et le Japon. Le Premier ministre, quant à lui, il a tendu la main au gouvernement japonais à travers l'ambassadeur ici présent dans le cadre de l'exécution d'un certain nombre de projets initiés par le professeur Alpha Condé. Il s'agit notamment de la construction des infrastructures routières et d'autres ouvrages de franchissement, sans oublier des projets agricoles et d'exploitation rationnelle des produits halieutiques du pays. Je vous l'annonçais dans les titres, au niveau du département de la fonction publique, l'extirpation d'effectifs sur le fichier des salariés se poursuit. Le ministre Sékou Kourouma a rencontré ce vendredi les chefs de cabinet et DRH de la zone de Conakry. Objectif, leur impliquer pour la réussite des opérations. Explication Baba Kouyaté. Ils sont chefs de cabinet des départements ministériels, secrétaires généraux des communes et directeurs des ressources humaines de la zone spéciale de Conakry qui prennent connaissance des mesures envisagées pour le contrôle permanent des agents de l'État. La démarche vise à responsabiliser les gestionnaires des ressources humaines et les chefs de service à jouer pleinement leur rôle pour faciliter l'assainissement du fichier administratif. La loi 029 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des services publics, la loi confère aux chefs de cabinet, n'est-ce pas, la fonction de gestionnaire des ressources humaines. Ils sont les premiers gestionnaires des ressources humaines dans les départements, en ce sens que les services de gestion des ressources humaines sont placés sous l'autorité directe des chefs de cabinet. Donc, ils sont en fait la clé de voûte de ce dispositif pour mener à bien le contrôle permanent. La non-maîtrise de la masse salariale des fonctionnaires et l'absentéisme des agents à leur poste de travail sont entre autres l'objectif du contrôle permanent. Souvent, les chefs de service et les DRH sont jugés complices des fonctionnaires fictifs. À travers cette rencontre, ils s'engagent à s'impliquer davantage. Nous, on ne peut pas être complice de quoi que ce soit par rapport à un mauvais comportement d'un fonctionnaire. Ça, je vous l'assure déjà. Par rapport à la rencontre de ce matin, je pense qu'elle a été salutaire. C'est une très bonne décision. C'est pour faire en sorte qu'il y ait l'efficacité dans le fonctionnement de l'administration. Après les 3 prochains mois du contrôle permanent, les fonctionnaires irréguliers seront considérés comme des fictifs. En prélude à l'investiture du chef de l'État prévu du 14 au 21 décembre 2015, les préparatifs vont bon train. Autorités régionales et communales s'activent dans l'assainissement des lieux publics. Tous les encombrants physiques sont en train d'être déguerpis, histoire d'embellir la ville de Conakry qui doit accueillir des étrangers pour cette occasion solennelle. Moussa Bangoura.
Suite à la réunion d'urgence entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et les élus à la base sur les préparatifs de l'investiture du chef de l'État, des commissions de nettoyage et d'embellissement de la capitale ont été mises en place. À Matoto, des lieux publics sont déjà ciblés par les autorités communales pour débarrasser de ces points d'ordure et d'immondices. Les lieux à assainir sont déjà ciblés parce que nous en avons l'habitude, vous savez, de l'axe d'Abondi jusqu'à l'aéroport, de l'aéroport jusqu'à l'Ansanaya, en passant par toutes les transversales et les 17 marchés de la commune seront assainis. Donc je pense déjà qu'en assainissant l'ensemble de ces lieux cités, la commune de Matoto, on fait déjà une bonne toilette. Sur la corniche nord, l'opération de déguerpissement a débuté sur l'axe Pont 8 novembre, port autonome de Conakry. L'axe Ignace Dine, Banque Centrale, Palais Mohamed V, des équipes d'assainissement se relaient chaque week-end pour maintenir ces lieux propres. Cette fois-ci, nous avons demandé à la sécurité de nous trouver une brigade spéciale de surveillance, que ça soit maintenant définitif, parce que vraiment nous avons toujours travaillé sur ces artères pour que les gens puissent quitter. J'interpelle tous les gens de quitter librement les lieux parce qu'ils ont eu 3 mois de préavis. Et ces jours-ci encore, j'ai ordonné qu'on fasse encore des préavis. J'ai fait des communications là-dessus. Et si vous remarquez, cette occasion est opportune, on est en train d'ouvrir dans le ramassage une nouvelle route qui va un peu limiter les embouteillages au plein centre de Conakry. Il y a des routes ici, jusqu'au port, mais c'est occupé anarchiquement par les gens. Sur l'autoroute Fidel Castro, le carrefour Avaria, en passant par le pont de Madina, tout doit être déguerpi avant la première cérémonie d'investiture du chef de l'État, prévue le 14 décembre prochain. Le 21 novembre de chaque année est consacré à la pêche. Cette journée sera célébrée demain pour la première fois en Guinée. À l'occasion, notre équipe de reportage a sillonné quelques débarcadères pour évaluer le fonctionnement de ce secteur dans notre pays. Focus donc sur la pêche. C'est un reportage signé Tierno Maroufouba, Karifa Keita et Algassi Mouba. Au débarcadère d'Ixil Port 3, l'un des ports artisanaux du Conakry. Dans ce port, l'affluence des pêcheurs est toujours visible. Des pêcheurs qui s'activent pour l'approvisionnement en poissons des différents marchés de la commune. Parmi eux, Lamine Camara. Ce vieux pêcheur, la soixantaine, a de la passion pour ce métier. Tous les jours, il passe du temps à régler des filets de pêche avant l'embarquement. La pêche artisanale, Lamine Camara l'exerce depuis son enfance. Mon père est pêcheur, était pêcheur. Moi, je suis né là-dedans. J'ai marié 4 femmes dans le cadre de la pêche. J'ai 20 gosses dans le cadre de la pêche. J'ai fait la formation en Yougoslavie dans le cadre de la pêche. Je suis à la retraite depuis 1986. J'ai servi la pêche pendant 45 ans. Malgré les efforts du vieux pêcheur, les problèmes persistent toujours. Des problèmes qui sont liés au manque d'équipement de pêche. Il y a les barques ici qui ne sont pas motorisées. D'où par conséquent, il y a d'autres qui ont leurs barques vraiment hors d'usage. Ils sont en train présentement de se débrouiller pour pouvoir faire face à la réparation. Regroupés au sein d'une association de pêcheurs, ces professionnels de la pêche artisanale unissent leurs efforts en vue de faire face aux problèmes quotidiens. Au compte de la journée mondiale de la pêche qui s'annonce, le problème de réconciliation entre les différents pêcheurs de débarcadères sont à l'ordre du jour. Les pêcheurs ne sont pas réunis. Les organisations socio-professionnelles qui existent dans ces pêcheurs, c'est eux qui sont dans des débarcadères. Les embarcations de pêche en mer, avant, si une barque tombait en panne en mer, d'autres embarcations de pêche venaient à son secours. Mais on a remarqué ça, les uns et les autres, par la haine qui existe entre ces pêcheurs, ils se laissent même en mer. Donc, vu que cette situation est en train d'ancrer dans les communautés des pêcheurs, on s'est dit non, arrêtons ça, revenons à la paix, revenons entre nous, réconcilions entre nous, et c'est l'une des piliers du professeur Alpha Condé qui demande aussi aujourd'hui que les pêcheurs doivent s'entendre. Célébré pour la première fois en Guinée,
Cette journée est aujourd'hui pour l'Association des jeunes pêcheurs de Guinée une occasion de réunir ces professionnels pour en finir avec les conflits qui règnent depuis longtemps. Santé à présent, validation du nouveau plan stratégique de lutte contre la tuberculose. Ce plan quinquennal vise à accroître le taux de dépistage de la maladie, mais également sa prise en charge dans tout le pays. N'est-ce pas, Adiatou Bari? À chaque 5 ans, le plan stratégique de lutte contre la tuberculose est élaboré par les acteurs du secteur. De quoi améliorer la qualité du diagnostic précoce de la maladie et son traitement en Guinée. Réunis ici, ces acteurs engagés dans la lutte contre la tuberculose se focalisent sur la validation du nouveau plan. Un plan transcrit dans un document de 103 pages avec 6 objectifs à atteindre. Notre plan prévoit l'achat d'unités de radiologie numérique pour les hôpitaux nationaux ainsi que le niveau régional et la formation des médecins dans la prise en charge de la tuberculose chez l'enfant. Notre vision, celui du ministère et de ses partenaires, est de rendre la Guinée une nation où toutes les personnes atteintes de tuberculose bénéficient d'un accès universel aux services de diagnostic et de prise en charge de la maladie sans aucune forme d'exclusion ou de discrimination, avec la pleine implication de la société civile. Le nouveau plan stratégique de lutte contre la tuberculose s'intègre dans la politique nationale de développement sanitaire. Au terme des travaux de groupe de validation, une note conceptuelle sera rédigée. Elle devrait permettre de faire le plaidoyer auprès des bailleurs pour la mobilisation des ressources financières. Le budget a été chiffré autour de 20 millions de dollars à peu près sur les 5 ans. Le plaidoyer est fait avec le ministère de la Santé auprès d'organismes internationaux ou de partenaires bilatéraux pour qu'ils puissent s'intégrer. On pense qu'avec ce plaidoyer, on pourra mobiliser les ressources pour pouvoir combler ce gap. Ce plan stratégique de lutte contre la tuberculose va couvrir la période 2016-2020. Sa concrétisation permettra d'accroître le taux de succès thérapeutique des tuberculeux à 90% avant 2020. La campagne nationale pour l'abandon des mutilations génitales clôturée ce vendredi. Durant 3 mois, les acteurs impliqués dans la lutte ont sensibilisé sur tout le territoire national. Le point avec Mohamed De Camara. En Guinée, 97% des femmes sur 100 subissent des mutilations génitales féminines. La volonté affichée du département en charge de la promotion féminine à réduire la pratique est matérialisée par cette campagne nationale pour son abandon. Sous le slogan « Engageons-nous pour des vacances sans excision », cette campagne de 3 mois a permis l'obtention des résultats probants allant dans le sens de la réduction des MGF en Guinée. Le bilan de cette campagne, loin de fournir un tableau exhaustif des activités, on peut citer entre autres l'organisation de 3 ateliers régionaux ayant permis de renforcer les capacités de 120 assistants sociaux sur la base du module national harmonisé MGF ainsi que ses outils d'application sur le terrain. L'élaboration et la validation de l'étude socio-anthropologique sur les déterminants qui perpétuent la pratique des MGF. La déclaration d'abandon des MGF de 43 sur 54 communautés des préfectures de Kankan, de Mandjana et de Sigiri. Nous formulons les vœux que le bilan de ces 2 mois de campagne menée sur l'ensemble du territoire national produira des résultats allant dans le sens de l'abandon de cette pratique et augure de stratégies nouvelles en vue d'y mettre définitivement fin. Grâce au concours financier et technique de certains partenaires, 356 nouvelles communautés se sont engagées cette année à abandonner la pratique des mutilations génitales féminines. Cette campagne a également particulièrement démontré l'importance de l'engagement de chacun et de tous pour le succès de nos efforts pour le changement en faveur de l'accélération de l'abandon des mutilations génitales féminines au sein des communautés. Que les Nations Unies considèrent l'MGF comme un problème de santé publique prioritaire.
et qu'il est donc normal que la communauté internationale s'implique. Le combat des autorités guinéennes est de bannir les mutilations génitales féminines qui placent aujourd'hui notre pays au 2e rang africain derrière la Somalie. Jour J, -10 avant l'ouverture des travaux de la COP 21 dans la capitale française. En Guinée, la ministre de l'Environnement a animé une conférence de presse pour expliquer les contours de la participation de notre pays à cette conférence internationale sur le climat. La Guinée aura donc son mot à dire pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de 2 degrés de réchauffement comparé à la période pré-industrielle. Fin du calvaire pour les usagers de la nationale Kouroussa-Dabola. Les travaux de construction de la route ont repris sur le tronçon. Plus de 20 km sont déjà bitumés et 40 autres recyclés. Des travaux exécutés par l'entreprise Guiter SA sous le contrôle du Bureau international Louis Berger. Le constat avec Fodé Bangali Fofana. De nouveau sur le terrain, des machines recycleuses, gradeurs, compacteurs et autres camions, bennes et citernes. La saison des pluies est terminée, c'est la reprise des travaux de construction de cette route nationale Kouroussa-Dabola. À ce jour, une vingtaine de kilomètres de cette route ont été réalisés. Cette année, il y a eu beaucoup de pluie. C'est la raison que l'entreprise n'a pas pu démarrer le début octobre. Alors ils ont repris en fin du mois d'octobre. On a réalisé à peu près 20 km de recyclage. On recycle la chaussée jusqu'à Dabola. On fait un réglage et on fait un enduit superficiel. C'est un petit peu ce qui est prévu dans le marché. Ce marché prévoit la réalisation de cette route en monocouche. Mais la réalité aujourd'hui est qu'avec le flux de ces gros porteurs roulant quotidiennement sur le tronçon, cette monocouche ne semble pas tenir. À peine posée, quelques dégradations sont déjà visibles. L'entreprise a fait un effort en réalisant une partie de la route en bicouche qui tient bien, contrairement à la partie en monocouche, ce qui justifie la nécessité de réaliser une étude. Selon la mission de contrôle du projet Louis Berger, les travaux ont démarré sans aucune étude de base. On a fait dépêcher nos experts de Paris de haut niveau. Ils ont fait le rapport confirmant ce qu'on a dit. Ils ont dit que la route vaut mieux. En tant que recommandation, ils ont dit qu'il faut mettre le bicouche au lieu de monocouche. Ça augmente la durée de vie de la route. Il s'agit de faire le recyclage de l'ensemble de ce tronçon Kouroussa-Dabola long de 151 km et sa protection par la bicouche. Cela pour permettre de maintenir la fluidité de la route pendant 2 ans, le temps de mobiliser le financement complémentaire pour passer à l'étape suivante, celle qui consiste à mettre la grave bitume et la couche de roulement. En attendant, les travaux de recyclage du tronçon continuent jusqu'à ce que le département des travaux publics valide le rapport des experts que Louis Berger a fait venir pour définir les travaux à réaliser sur cette route nationale. Éducation, une ONG basée à Washington, c'est aux États-Unis d'Amérique, collecte des fonds pour l'initiation à l'informatique des élèves et étudiants guinéens. Cette structure dénommée EduGrad dispose même d'une représentation permanente à Conakry. On suit Fatoumata Samora depuis les États-Unis. Jenny et Yaye sont 2 jeunes filles guinéennes vivant aux États-Unis d'Amérique. Elles ont accès à une éducation de qualité et à la nouvelle technologie de l'information. C'est cette opportunité que l'ONG Guinée EduGrad, qui signifie revaloriser l'éducation en Guinée, veut offrir à des milliers d'élèves guinéens pour qui l'outil informatique est encore un rêve. Nous avons compris qu'en Guinée, nous avons un manque d'initiation à l'outil informatique. Raison pour laquelle vraiment nous nous sommes dit qu'il faut vraiment se lancer dans cette bataille pour que tous les élèves guinéens pré-universitaires soient initiés à l'outil informatique. En 2016,
nous voulons cette fois-ci former un nombre de 100 élèves en Guinée, c'est-à-dire 50 élèves sur Conakry et les 50 autres élèves vers l'intérieur du pays. Consciente que l'avenir appartient à ceux qui ont la maîtrise de la technique, Guinée EduGrid facilite l'accès des étudiants aux salles informatiques et de recherche scientifique. Un idéal dont l'atteinte dépend des ressources financières, des ressources mobilisées sous forme de cotisation des membres ou de levée de fonds. Le concept opérationnel de Guinée EduGrid, qui est une formation continue des élèves et étudiants, n'a pas de prix, à mon sens. Donc le conseil que j'essaie de donner, non seulement à la communauté, mais à tout un chacun, en dehors de la communauté, c'est donner le bénéfice de doute à cette ONG qui est en train de faire un travail noble, parce que c'est un grand sacrifice, c'est faire un sacrifice sans autant prétendre ne rien recevoir. Jeune mais très dynamique, en seulement 3 ans d'existence, Guinée EduGrid a initié à l'outil informatique une centaine de jeunes élèves et étudiants de la capitale Conakry. Guinée EduGrid pense que le capital humain est l'un des maillons forts de la chaîne de développement. Pour sa qualification, aucun sacrifice n'est de trop. Page noire de cette édition, tenue hier au Palais du Peuple d'un symposium sur la vie du docteur Thierno Madioussou, président de l'OGDH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, décédé depuis le 3 novembre dernier. L'homme a rejoint sa dernière demeure ce vendredi dans son village à Dalaba. Amis, parents et collaborateurs mobilisés ont rendu un grand hommage à ce grand homme. Le reportage dans nos prochaines éditions. La RTG aussi est en deuil. Le caméraman Oumar Touré n'est plus témoin des grands événements au Quito, comme l'appellent ses intimes, et c'est lui qui a fixé toutes les images du processus électoral. Ses amis et collaborateurs de la RTG et de la CENI sont sous le choc. Makeme Donzo, Lansana Souma se souviendront toujours de cet homme. Et moi, Seydou Diallo, je demande à ce que Dieu t'accorde le paradis. L'enterrement cet après-midi avec Alceni Pascaldine. Cet homme répondant au nom de Oumar Touré n'est plus. Il est décédé ce jeudi 19 novembre. Oumar Touré, au Quito pour les intimes, vient de tirer sa révérence des suites de crise cardiaque. Caméraman à la RTG depuis des années, ses collaborateurs se souviennent de lui. C'est vraiment triste. On perd un bon cadre, un bon travailleur. Il était très sérieux, courtois. C'est la première chose qu'on retiendra de lui. Ce qu'on peut retenir de lui, c'est quelqu'un d'humble, travailleur, assidu. Vraiment, on perd un grand caméraman de la télévision nationale. Courtois et pondéré, la RTG te perd à un moment où la nouvelle génération de caméramans et de journalistes a besoin de ton expertise professionnelle. La disparition de Oumar Touré au Quito est un coup dur à entendre ses collaborateurs de service. Aujourd'hui, sa famille est inconsolable. Un garçon dévoué au sein d'une équipe de journalistes dynamiques détachés à notre institution par le ministère de la Communication. Oumar Touré a été un bon travailleur, qualifié, remarquable, toujours disponible et toujours au travail. Je regrette la mort de mon père aujourd'hui. Surtout, je suis inquiet à propos de ma mère. Parce que ses yeux ne sont pas bons. Et actuellement, aujourd'hui, je ne sais pas comment elle va devenir. Oumar Touré, au Quito, caméraman à la RTG, est décédé à l'âge de 60 ans. Il repose désormais au cimetière de Cameroun. Le défunt laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Que son âme repose en paix. Repose en paix, Oumar Touré. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous regardez à Niagasola et partout ailleurs dans le monde. Nous vous disons merci de la fidélité et bonsoir.